Dossier neurodiversité. Terrain d'enquête numéro 3. De fausses pistes. Sur l'affaire, Nanon, Maë, Tom et Tim. Bonjour, bonsoir, nous sommes Tom, Maë, Plume et Nanon, les voix méconnues. Vous écoutez Audiotypie, une enquête sur la place de la neurodiversité dans la société. On dit parfois que les clichés ont la vie dure. Changer les représentations, cela demande du temps et de l'énergie. Dans cet épisode, nous allons entendre Kai nous raconter les actions de sensibilisation qu'il entreprend pour modifier les représentations de nos contemporains sur la neurodiversité. Et en allant faire un petit tour dans la rue, nous entendrons combien cela reste nécessaire. Est-ce que vous savez ce que c'est que la neurodiversité ? La neurodiversité, absolument pas. Je connaissais même pas ce mot. Vous savez pas ? Pas du tout. Ça vous dit absolument rien ? Non. Alors, je suppose que c'est des troubles, mais comme ça, rien que sur les dénominations et les sigles. Trouble, je sais pas. Merde. Non, je sais pas. Je suis désolé, j'y connais rien du tout. C'est un nouveau concept ? Alors j'essaierai de réfléchir, neuro peut-être par neurone. Ouais. Diversité, un mélange de neurones. Un mélange de neurones. Ok. Est-ce que vous connaissez le terme TSA ? TSA, c'est pas un écolabel ou... C'est ce qu'on appelait l'autisme auparavant, tout simplement. C'est juste que les noms ont changé, que les dénominations sont un petit peu plus compliquées. Peut-être pour mettre le flou dans la tête des gens. C'est peut-être moins clair encore qu'avant. C'est un trouble psychologique, je sais pas, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai pas de connaissances, ça peut être un peu cliché, un peu préjugé. Est-ce que vous savez ce que c'est l'autisme ? C'est une maladie, mais c'est pas forcément des personnes qui sont pas normales ou c'est des humains comme nous. Mais j'ai pas vraiment de jugement ou d'avis sur ça. J'ai pas fait de recherche, de raison, je ne suis pas spécialement raisonné sur ce sujet. D'après ce que j'ai entendu, c'est des jeunes, enfin si je parle de jeunes qui peuvent pas être vraiment scolarisés normalement. Après, je pense qu'il y a tellement de formes d'autisme que je ne sais pas comment on caractérise l'autisme. Qu'est-ce qui dit que cette personne est autiste et pas l'autre ? Des fois, on est tous aussi un peu autistes dans quelque chose, à notre manière aussi. Alors l'autisme, je sais ce que c'est. C'est un dysfonctionnement de comportement, alors je ne sais pas à quoi c'est dû, avec une forme de peur, mais d'autres qualités comme une mémoire de numéros, d'images, etc. Un peu, j'ai vu ça dans les films, et là il y a une association qui s'occupe des autistes, et les autistes, ils sont effarouchés si on va d'une manière un peu brutale vers eux. C'est un comportement certainement neurocérébral, mais je trouve que tout le monde a le droit de vivre. Et c'est ce que je peux dire sur ce que je peux comprendre de la neuro, je sais pas quoi. Est-ce que vous savez ce que c'est le HPI ? C'est ce qu'on appelle les gélies, les petits gélies, non ? Pour moi, c'est ça. Là, on entend beaucoup de choses autour de DHPI, alors c'est difficile de démêler le vrai du faux. Est-ce que vous savez ce que c'est le TDAH, par exemple ? Manque de concentration. Peut-être avoir du mal à se concentrer, avoir toujours besoin de bouger, je sais pas. Alors ça, je trouve ça pourri comme notion par contre. Parce que prenez un enfant normal, genre ma petite fille qui a de l'activité normale, et vous l'asseyez toute la journée, forcément elle a des troubles de l'attention. Est-ce que vous connaissez des troubles psychiatriques ? Et du coup, qu'est-ce que vous avez pu entendre sur ça ? J'ai un schizophrène dans mon entourage, et je crois que la vie n'est pas toujours très facile pour lui, le pauvre. Il a l'air de galérer un peu à trouver sa place. La bipolarité, voilà, c'est pareil, j'ai connu une personne qui avait ce trouble-là. Pour le coup, la bipolarité, c'est quelque chose qui presque peut faire peur. C'est une maladie qui fait peur parce que les réactions ne sont pas forcément toujours contrôlées. Donc, est-ce que vous pensez que donc, dans la société, la neurodiversité, donc tout ce qui est autisme, est bien représenté ? Par exemple, est-ce qu'il y a une bonne représentation ? Dans mon entourage, je n'avais pas des personnes comme ça. Non, il y a beaucoup de bullshit, mais il faut faire le tri.
puis après il y a quand même plein de livres, d'ouvrages qui existent sur la question. Enfin je veux dire, il y a des élucubrations diverses et variées, mais il y a quand même des gens qui ont écrit des choses reconnues, sensées. C'est souvent ce que l'on nous montre, en tout cas, de l'autisme, notamment dans les films que l'on visionne, puisque c'est plutôt comme ça que je l'ai croisé, plutôt que dans la vie réelle. En fait, dans les films, on montre ça comme une personne qui va se concentrer sur un sujet bien spécifique et pas sur les autres. L'autisme, maintenant on dit spectre autistique. Je trouve que c'est mieux, parce que ça montre qu'il y a plusieurs formes d'autisme. Et l'idée que j'ai, c'est qu'avant on considérait l'autisme uniquement pour les personnes qui ne peuvent pas s'adapter socialement, alors que maintenant il y a des gens qui sont du trouble autistique et qui ont une vie adaptée, on va dire. On va pas dire normal parce que ce mot il n'est pas très adapté là justement, mais enfin qui peuvent être dans la société, on va dire. Non, mais je pense que c'est surtout la manière d'aborder cette chose-là. Je pense qu'on est tous différents en fait à la base. Donc pourquoi mettre lui les HPI, lui les machins. Mais déjà dans toutes les étiquettes, il y a encore plein d'autres choses. C'est bien les cases au départ pour définir ce que l'on peut être, ce qu'on est, mais c'est limitant aussi. De plus en plus, sont des sujets qu'on ouvre, et d'ailleurs on a neurodiversité, mais on a aussi tout ce qui est maladie chronique qui rentre un peu dans ce même panier, puisqu'on a besoin d'aménager les temps de travail, d'aménager, de prendre en tout cas des dispositions. C'est une conversation qui s'ouvre tout doucement, mais on a encore trop de gens qui sont trop réfractaires, car ils pensent que ça impacte la productivité d'une entreprise, malheureusement, alors que c'est faux. Et en fait les gens déjà n'ont pas l'information, donc c'est très compliqué, et surtout ne sont pas intéressés dans la plupart des cas pour avoir l'information. C'est bien dommage, et les choses sont en train de changer grâce à des personnes et grâce à des actions comme la vôtre, du coup, qui permettent d'ouvrir les dialogues, qui est très chouette, mais on a encore un long chemin à faire pour ça. Voilà, qu'on me dise non mais t'as pas besoin de traitement pour réguler ton TDAH, ben si en fait. Sinon tu peux pas vivre. Je suis en bac plus 2, j'arrive en bac plus 3 là en septembre si j'ai mon BTS. Jamais sans traitement j'aurais pu arriver jusque là, ne serait-ce que rester 2 heures en cours, j'aurais pas pu. Les gens c'était non mais vous en faites trop pour votre fille et tout, alors que grâce à mes parents j'en suis arrivée là où j'en suis quoi. Ouais. Dès que l'enfant est un peu dans son monde ou quoi, on va dire c'est un HPI. Tu vois, c'est un peu je suis différent, merci de respecter, alors que pas du tout, il n'y a aucun diagnostic posé. Et ça m'énerve un peu, les autodiagnostics aussi comme ça, c'est vrai que c'est très très énervant. Parce que du coup je trouve que ça décrédibilise. Il y en a plein, ils disent mais ça permet de faire connaître la maladie. Non en fait, ça décrédibilise encore plus ce qu'on vit nous, les vrais en fait. Voilà, et pas juste c'est bon, c'est parce que t'as pas réussi à te concentrer pendant une journée que t'es TDAH quoi. Des clichés sur ces pathologies, il y en a énormément. Parce que jusqu'à présent, la médecine ne faisait absolument pas gaffe et considérait que genre 3 Doliprane, ça va passer. Parce qu'en France, c'est mal pris en charge et que c'est très compliqué de voir le bon spécialiste pour avoir le bon diagnostic. Mais c'est compliqué parce qu'effectivement, il n'y a pas de prise ni en compte ni en charge. Et qu'un rendez-vous, vous parliez de l'autisme tout à l'heure, pour la moyenne des gens, c'est 3 ans, voire plus, pour pouvoir pris en charge dans le centre qui convient et obtenir un diagnostic en bonne et due forme. Sauf que tant qu'on n'a pas ce type de diagnostic, la prise en charge ne peut pas se faire. Enfin, je veux dire, c'est forcément compliqué. J'ai mon beau-fils qui est atteint de troubles autistiques. Après, alors là, il est en 6e et il a été diagnostiqué il y a à peu près 4 ans. Donc il est dans une école adaptée aujourd'hui. C'est souvent des regards, c'est souvent des petits sourires de moquerie, c'est souvent des choses qui montrent qu'il y a un décalage, mais je ne sais pas s'il a conscience réellement de ça encore aujourd'hui, mais en tout cas c'est acté, on lui en parle, on lui dit c'est quelque chose d'ouvert quoi. C'est vrai que l'autisme, souvent on s'imagine autiste non verbal ou qui est vraiment dans sa bulle, dans son monde et pas ouvert à l'extérieur, alors que c'est souvent très faux en fait. Mais moi j'avais même cette image-là, alors que je suis quand même au fait de ce qui se passe. Mais en fait j'avais cette image-là parce que j'en côtoyais pas, et quand j'en ai côtoyé, Guillaume qui est malheureusement décédé tragiquement, lui par exemple il parlait très bien, juste il réfléchissait, tu sentais que des fois il y avait quelques diversités en fait dans ce qu'il disait. Mais après sinon la majorité, les autismes on les voit pas. Après l'handicap invisible c'est très dur aussi. Après il y a un point positif et négatif. Autisme c'est aussi positif parce que tu n'as pas la pitié des gens. Comme ils ne le voient pas, tu n'as pas sa pitié. Et donc les gens te traitent pour quelqu'un de normal.
Mais à contrario, comme les gens te traitent pour quelqu'un de normal, alors que tu l'es pas finalement, tu réagis pas comme des personnes normales, du coup c'est compliqué parce que du coup des fois tu as des réactions très violentes de personnes dues à un comportement que tu as fait mais que tu n'as pas voulu faire méchamment, quoi. Et surtout, merci de prendre la parole sur ce genre de sujet parce qu'on a besoin d'en parler et surtout on a besoin de l'entendre. Donc merci beaucoup pour tout ça. Pour ce terrain d'enquête, nous allons parler avec Kai, ancien membre et ambassadeur de Ludosens et toujours investi au sein de l'association au travers de sensibilisation. Il vient nous témoigner son expérience des clichés et des stéréotypes qui persistent encore dans la société. Alors bonjour, donc pouvez-vous vous présenter en quelques mots, genre donner votre âge, votre nom, hormis si vous voulez rester anonyme, hein. Oh oui, bien sûr. Donc moi c'est Kai Lavacherie, j'ai bientôt 29 ans. Je suis bélier ascendant Lion. Je sais pas vraiment quoi dire de plus. Parce que je sais pas c'est quoi vos questions suivantes. Voulez-vous qu'on vous tutoie ou qu'on vous voit ? Oh non, tutoyez-moi. Déjà j'approche la trentaine, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu as fait auprès de Ludosens quand tu y étais ? Alors, j'étais dans le parcours artistique, donc on a fait une création d'affiches qui mêlait biodiversité et neurodiversité pour faire un parallèle entre ces deux éléments. Et dans le même temps, je participais à des sensibilisations auprès de différents publics. Bien sûr, encore une fois, sur le thème de la neurodiversité, donc en tant qu'ambassadeur de la neurodiversité, pour déconstruire autant que possible certaines idées et apporter des connaissances à des gens qui n'y avaient pas accès. Quelles sont les spécificités de ta neurodiversité et est-ce que tu pourrais nous en parler ? Donc moi, c'est TSA et TDAH, donc autisme avec trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Dans mon cas, c'est sans hyperactivité physique, potentiellement une hyperactivité intellectuelle par contre, effectivement. Voilà pour la partie neuroatypique me concernant. Alors en fait, c'est quoi quand tu parles de l'hyperactivité intellectuelle ? En fait, tu fais référence à quoi ? Parce que j'ai un peu du mal à voir de quoi tu parles. Ouais, ce que je comprends là-dedans, ce sera tout ce qui va être les réflexions un peu rapides qu'on n'a pas forcément le temps de suivre soi-même, qui sont dans tous les sens, le côté arborescence aussi des pensées, la partie qui ne s'arrête jamais, donc l'hyperactivité qui ne s'arrête jamais. Genre vraiment, quand je vais pour dormir, ça ne s'arrête pas. Le repos, je ne connais pas. Voilà, dès que je n'ai rien autour de moi comme activité, comme stimulation, mon cerveau compense et va partir dans tous les sens. Je ne peux pas avoir de temps mort. C'est impossible. Et tu as quand même quelques petits tips ? Alors, mes tips, ça va être de me trouver des stimulations qui vont permettre de compenser un petit peu, de réguler un petit peu, comme par exemple... j'en sais rien, genre occuper mes mains dans certaines situations, ça peut être très pratique, avec des petits jeux débiles sur le téléphone par exemple, des trucs très simples qui ne demandent pas beaucoup de réflexion mais qui suffisent à compenser pour que mon attention soit mieux redirigée vers, par exemple si je regarde une série, un film ou que j'écoute des gens me parler, ça peut m'aider. Dans les temps vraiment morts, comme par exemple avant de dormir, du coup jouer sur le téléphone c'est quand même exclu. Donc là l'astuce que moi j'ai mis en place, qui n'est pas forcément la meilleure mais qui me convient, c'est de choisir vers où mes pensées vont aller, plutôt qu'elles partent dans tous les sens et vont me faire ressasser des choses pas forcément agréables. Je vais les motiver à me créer des scénarios que je vais bien aimer, que je vais évidemment vouloir ensuite faire en BD, mais que je vais oublier. Mais au moins, je vais continuer à construire un petit univers, me repasser des petits axes de scénario que j'aime bien, qui vont me mettre bien. Et parfois, je m'emballe un peu trop dedans et du coup, je dors encore moins. Donc, c'est pas toujours la meilleure des solutions. Mais au moins, la partie invasive des pensées trop présentes reste dans des vibes positives, j'ai envie de dire. Est-ce que tu as des passions ? Dans l'art, de manière générale, j'ai toujours été attirée par l'art, par tout ce qui va être scénarisation, vous seriez surpris de ça. Le dessin, j'en fais depuis tout petit.
sans avoir pris de cours, la peinture, le bricolage, tout ce qui va être assez manuel en fait finalement, mais aussi l'art scénique, alors pas musical, quoique j'aime bien un petit peu, je me suis déjà essayé la batterie, mais surtout l'art scénique du jeu. Depuis tout petit, j'imitais les gens à la télé, ce qui m'a développé une expressivité faciale assez flexible. Et j'ai fait du théâtre. Je rêverais de faire du doublage. Mais la majorité du doublage étant à Paris, c'est pas forcément adapté pour moi. Mais j'en rêverais vraiment énormément. Voilà, ça va surtout être dans ces domaines-là. Tu nous avais dit que tu avais fait des sensibilisations à Ludo-Sens et tout ça, et du coup que tu continuais un peu à en faire. Est-ce que lorsque tu posais des questions, ce qu'est la neurodiversité, le TSA ou les autres sujets que tu abordes, qu'est-ce que tu as eu comme réponses qui reviennent le plus souvent ? C'était très dépendant des publics auxquels on allait. Il y avait des publics sur lesquels on allait parce qu'on savait qu'il y avait un besoin qu'eux n'avaient pas forcément exprimé mais qu'il fallait qu'on vienne compenser, comme par exemple dans des écoles, des lycées, des collèges. Et dans d'autres publics où c'était eux qui vraiment avaient ce besoin-là, par exemple, c'était des entreprises qui cherchaient à comprendre comment intégrer des collègues. Là, l'attente et les connaissances du public n'étaient jamais tout à fait les mêmes. Mais de manière générale, la connaissance n'est pas du tout développée. Déjà, ceux qui ne cherchaient pas connaissaient pas grand-chose. Honnêtement, ça va être... S'ils avaient quelques idées, c'était très, 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 très cliché et très pauvre. Mais la plupart du temps, ils n'avaient pas trop de connaissances là-dessus. Et dans ceux qui avaient déjà des connaissances, là, il y avait soit ceux qui s'étaient bien renseignés, on savait, on voyait à leur tête que oui, ça je sais, ouais. Souvent parce qu'ils ont quelqu'un dans leur entourage qui est concerné. Soit ils ont des notions, mais ça restait à affûter et à approfondir, et c'est malheureusement souvent basé sur des connaissances très basiques, très clichés, et du coup, la plupart du temps, pas très bonnes. Non, c'est ça. En général, ils mélangent tout, soit parce qu'effectivement, dans de rares cas, il y a des publics qui ne sont pas bienveillants et qui vont vraiment chercher à balancer des trucs pas très très chouettes, mais c'est quand même assez rare, sur toutes les sensibilisations que j'ai faites, il y en a eu que très peu des publics comme ça, très très peu. La plupart du temps, c'est vraiment de la méconnaissance, point barre. Parfois, ils sont très bienveillants derrière, ils sont juste totalement ignorants. Et c'est là, faut que nous ayons le recul de ne pas prendre mal leurs propos et de dire, là, c'est juste de la méconnaissance, on va rectifier ça avec bienveillance. Parce que le problème, c'est que leur méconnaissance peut donner lieu à des maladresses qui peuvent être très blessantes et très violentes par moment, mais ce n'est pas leur faute réellement. Bien sûr, on peut se dire ils auraient pu se renseigner, mais peut-être qu'ils n'ont pas idée qu'il faut se renseigner aussi, parce que peut-être qu'ils pensent qu'ils savent, parce que personne leur a dit non, mais peut-être que c'est plus compliqué que ça. On peut pas deviner. Et du coup, c'est à nous d'avoir ce recul-là et de leur dire alors, ce que tu viens de dire peut être blessant, mais on sait que c'est pas par malveillance que tu dis ça. Parce que le problème, c'est qu'un public ignorant, quand on leur dit vous avez tort, vous dites des trucs très méchants, peuvent très mal le prendre et se fermer. Et alors là, il faut avoir la souplesse et le recul de se dire ok, là le but n'est pas de fermer la personne et lui dire tu es méchant, mais de dire alors ça tu as tort, mais je vais t'indiquer comment mieux réagir, comment mieux savoir. Parce que c'est pas évident sinon. Est-ce que dans ce cadre-là, du coup, non, d'ailleurs pas que dans ce cadre-là, mais dans ta vie en général, est-ce que tu peux nous donner des exemples de clichés que tu as pu entendre sur toi et sur tes neuroatypies ? Oui. Précisément dans mon entourage, j'ai quelqu'un qui ne croit pas à mon diagnostic. Alors pour lui, ce n'est pas de l'autisme, c'est un grand manque de confiance en moi, pour reprendre ses propos. Voilà. Parce que pour lui, je ne suis pas vraiment handicapée, contrairement à ma sœur. Parce qu'elle, ça se voit un petit peu plus, elle est neuroatypique aussi, mais pas autiste. Et ça s'est vu depuis l'enfance, contrairement à moi. Moi, j'ai beaucoup su, entre guillemets, mieux camoufler les choses, mieux compenser, quitte à en faire 2 burn-out. Chose que je préférais ne pas refaire, évidemment.
Mais pour lui, non. Il est dans une ignorance très ancrée, très fermée, et surtout pas du tout dans l'envie de s'ouvrir et d'apprendre. Certainement pas. Et malheureusement, ce n'est pas le seul à être comme ça. Je sais que beaucoup auront du mal, beaucoup de personnes vont se penser ouvertes d'esprit jusqu'à être confrontées à ça. Et le problème, c'est que les personnes qui se pensent ouvertes d'esprit, qu'on leur dit en fait, tu ne l'es pas autant que ça, regarde, peut-être qu'il faut que tu t'ouvres là-dessus aussi. Ils vont le mal le prendre. Et du coup, les dialogues sont vite compliqués. J'en ai eu aussi comme ça. J'ai aussi pu constater des réflexes, comme par exemple, dans un repas de famille, il y avait quelqu'un qui faisait un peu l'idiot, qui avait chopé le bavoir de ma nièce. Enfin bref, il faisait un peu le gamin. Et alors, je sais que c'était par pur réflexe. Mais ma cousine a quand même sorti... ah là là, on dirait un autiste. Sur le coup, c'était sorti avant qu'elle réfléchisse. Je le sais, parce qu'après on en a parlé, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je le dis, je ne reproche pas aux gens de ne pas savoir. Je ne reproche pas aux gens leur premier réflexe. Ce que je reproche, c'est les gens qui constatent leurs erreurs et refusent de les voir, refusent d'en apprendre et d'évoluer. Quels ont été les défis auxquels tu as dû faire face avant et après avoir été diagnostiquée ? Burnout, un de chaque, un avant, un après. Avant, disons que forcément, l'ignorance de tout ça, j'avais pas la moindre idée parce que je l'ai eu tardivement, je suis pas sûre de l'avoir dit, mais je l'ai eu à mes 23 ans. Et donc j'étais déjà sortie de la scolarité, j'avais déjà fait plusieurs boulots par-ci par-là. J'ignorais tout ça, j'avais déjà fait donc mon premier burn-out. J'ignorais tout ça et je ne comprenais pas ce que je qualifiais de ma faiblesse. Je ne comprenais pas pourquoi tout semblait fonctionner pour les autres et moi j'essayais de faire pareil et ça marchait pas. Je comprenais pas beaucoup de choses et forcément la confiance en soi, quand on se compare aux autres sans avoir le bon prisme de regard, c'est extrêmement destructeur. Depuis mon diagnostic, forcément, il y a eu cette phase compliquée de tout revoir avec cette vision-là, qui est à la fois un soulagement, genre « Ah, mais c'est pour ça !» et à la fois une condamnation de se dire « Donc en fait, je ne pourrai jamais être la personne que je pensais être avant, sur certains points. » Une espèce de deuil aussi à faire. C'est assez complexe. Bon, faut dire que dans mon cas, j'ai eu mon diagnostic à une période très très compliquée aussi sur d'autres plans, donc ça a été dur. Donc voilà, suite à ça, mes difficultés post-diagnostic, ça a été d'oser en parler. J'avais peur d'en parler à ma mère, pas parce que j'avais peur de sa réaction face à moi, mais j'avais peur de la culpabilité qu'elle allait à tous les coups se faire vivre elle-même, parce qu'il y avait déjà des diagnostics pour ma sœur et j'étais entre guillemets l'enfant normal, je mets beaucoup de guillemets à normal, hein, bien sûr, beaucoup de guillemets, qu'on s'entende, parce que là vous le voyez pas, hein, mais je le ferai vraiment très très en gras, et du coup lui dire en fait non, 2 sur 2, bravo. La connaissant, je savais qu'elle allait probablement se dire que c'était de sa faute, qu'elle avait fait un truc de mal et culpabiliser, alors que pas du tout. Il y avait pas. C'est voilà, et tout à fait. Et c'est une maman poule. Alors évidemment, à partir de là, on sait les réactions. Donc j'avais un petit peu peur de ça. Et ensuite, dans mon entourage un peu plus dans le familial un peu plus éloigné, ça a été, disons, moins compliqué parce qu'ils sont évidemment moins proches, mais j'avais quand même des réticences à en parler parfois. Je savais pas trop est-ce que j'en parle pas, et je me suis rendu compte que j'avais besoin d'en parler en tous les cas, parce que dans les repas de famille, maintenant que je me rendais compte de mes caractéristiques, de mes difficultés, de tout ce que je compensais, j'y arrivais plus. C'est comme se rendre compte d'une douleur sourde qu'on a depuis toujours et qu'on a appris à ne plus voir, et à partir du moment où on la revoit, on ne peut plus ne plus la voir. La première étape qui a été compliquée pour moi, c'était de faire valoir mon droit à porter un casque pendant les repas de famille. Et ça, encore une fois, c'est pas toujours évident, parce que des fois, j'ai déjà eu des remarques sur non mais là ça se fait pas, c'est pas poli. Ouais, enfin moi je souffre. Surtout que cette personne-là est une des personnes qui parle le plus fort tout le temps.
Voilà. C'est la même qui ne croit pas à mon autisme, hein, pour bien relier les points. Voilà. Donc le jugement par rapport à ça. Et j'ai encore beaucoup de difficultés à mettre en avant mes difficultés, mes besoins dans les repas de famille, parce que je suis tellement habituée, et eux aussi, à ce que je compense certaines choses, du coup des choses que eux ne voient pas, qu'ils ne savent pas, que je ne sais pas leur dire. En fait, j'ai besoin de ça. J'ai trop peur du regard et de dire genre c'est que maintenant que j'en parle. Pourquoi que maintenant? Et c'est comme si ça illégitimisait mon ressenti et mes besoins, alors qu'ils sont là, hein, je le sais. Ce serait n'importe qui d'autre en face de moi, je dirais mais vas-y, c'est tes besoins, ils sont valides. T'as mis tout ce temps, mais maintenant que t'arrives à mettre les mots, vas-y. Mais moi, j'y arrive pas. J'ai beaucoup de mal. Là, récemment, il y a eu un nouveau repas de famille et un nouveau membre dans la famille, donc la copine de mon cousin qui était là, et elle, du coup, elle n'a pas été habituée à me voir compenser constamment. Elle avait un nouveau regard, une nouvelle approche, et elle a vu que j'osais pas. Et elle est venue me chercher pour me dire, mais vas-y, va t'isoler un petit peu. C'est un amour, voilà. C'est un amour. Je la remercie encore. Voilà, donc c'est des difficultés qui sont latentes parce que je n'arrive pas à oser forcément faire valoir mes besoins, tout simplement. Je vais te poser une question. La question est faite pour pas forcément... elle peut être désagréable, mais bon. C'est pour prendre le contre-pied des personnes qui pourraient poser ce genre de questions. Est-ce que depuis que tu as eu ton diagnostic, tu as l'impression de l'utiliser comme une excuse ? Ouais, d'accord, la question qui fâche. Alors, c'est quelque chose que j'ai très souvent en tête. Très souvent dans ce que je peux faire au quotidien, ou de manière plus large, j'ai toujours peur d'être en train de me reposer sur mon diagnostic et de me dire, bon ben là, j'exagère, peut-être que je devrais juste faire des efforts, parce que... Et je sais que c'est parce que dans notre société, on nous apprend il faut faire des efforts. Quand les gens comprennent pas, il faut faire des efforts. Sauf qu'ils n'imaginent pas la quantité d'efforts qu'il y a déjà là. Et du coup, c'est pas évident de prendre le recul et de dire, mais là, je fais déjà des efforts. Là, je suis déjà... Si j'en fais plus, je vais recréer les mêmes schémas qui m'ont poussé à mes burn-out. C'est très, très dur de prendre ces schémas-là, de quitter ces schémas-là. C'est très, très dur de se sentir légitime dans cette position de handicap et de se laisser reposer là-dessus sans se dire qu'on exagère. Évidemment, peut-être qu'à certains moments, on est tenté d'y exagérer. Je dis pas. Je sais même pas à quel point je peux peut-être bien doser les choses ou pas. Hein. Mais je sais que c'est quelque chose dont j'ai conscience et que j'essaye en tout cas de bien faire par peur de légitimité et d'un côté et par peur du burn-out de l'autre. Alors forcément ça pousse un petit peu à chercher cet équilibre. Mais je ne cherche pas à me reposer sur mes lauriers et me dire bon ben voilà je suis handicapée, démerdez-vous, moi je veux rien faire. Je cherche pas à ne rien faire pour autant, je cherche juste à faire bien. Voilà, à faire ce qui ira vraiment convenir, parce que j'ai déjà trop cherché à faire comme les autres, comme la société aurait pu attendre de moi. Et on a ce modèle qui est ancré en nous par notre société qui fait que il faut qu'on soit productif, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Et parfois notre entourage aussi est modélisé là-dessus, donc parfois notre entourage aussi va nous encourager dans cette voie-là. C'est pas évident. Et je sais qu'il a fallu du temps pour certains membres de mon entourage à se déconstruire là-dessus, et bravo d'y être parvenu. Je sais que parfois j'ai toujours ce réflexe de me penser pas efficace. Et c'est pas bien de se dire comme ça, parce que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Et parfois ma mère va avoir la bienveillance de me dire ah ben c'est bien, t'as eu déjà ça aujourd'hui, bravo. Et c'est là que ça me permet de reprendre du recul, de dire oui c'est vrai, je peux me dire bravo, là j'ai déjà fait ça, c'est bien. Alors en fait comment tu fais pour vivre en société ? Parce que le truc c'est qu'il y a énormément de préjugés, de jugements, et surtout je trouve encore de manière persistante sur le TSA. Et du coup tu es une personne TSA, donc voilà. Je voulais savoir déjà au quotidien comment tu fais pour vivre dans cette société. Alors,
Déjà, il y a toujours cette question de les nouvelles personnes en face de soi, est-ce qu'on leur dit ou pas ? Est-ce qu'il y a la communication ? Parce que c'est à double tranchant. D'un côté, si tu leur dis, tu peux du coup faire valoir tes besoins, tes difficultés et faire en sorte que les personnes en face n'aillent pas méprendre certaines choses. D'un autre côté, la méconnaissance est tellement répandue dans notre société que quand on le dit à quelqu'un, on a le risque que la personne nous voie selon ces clichés-là. C'est des clichés totalement erronés, qui sont du coup en général très très loin de ce qu'on peut être. Du coup, c'est toujours un peu à double tranchant et il faut toujours faire ce choix-là, c'est jamais évident. Bon, moi j'ai pris le parti de la plupart du temps d'essayer, même s'il m'est déjà arrivé dans certaines situations de ne pas oser. Surtout quand je savais que je devais revoir ces personnes-là de manière régulière et que c'était des personnes que je ne connaissais pas. Je n'osais pas forcément. Dans un cadre d'une formation, dès le début, j'aurais pu. Je n'ai pas osé, alors que j'aurais dû. Et pourtant, il y avait dans le groupe une personne malentendante qui du coup a fait valoir ses besoins dès le début et j'aurais pu en profiter, j'aurais pu surfer là-dessus. J'ai pas osé. J'ai juste pas osé et il y a eu une fois une occasion où j'ai tenté un petit peu d'ouvrir le sujet, ça a été étouffé et j'ai pas relancé. Donc voilà. Donc ça c'est déjà un premier point. L'autre aspect va être la partie sociabilisation. La plupart des gens vont penser que pour être social, il faut sortir, il faut voir des gens, il faut ceci, il faut cela. Non, tout le monde n'a pas forcément ce besoin-là. Moi, mes amis, je leur parle la plupart du temps virtuellement et ça me convient très bien. De temps en temps, les voir en vrai, c'est sympa, c'est vrai. Mais pas les voir tout le temps. Enfin, encore, ce seraient mes voisins. Pourquoi pas ? Il n'y aurait pas les transports en commun, il n'y aurait pas tous ces aspects-là. Voilà, qui sont épuisants. Faire 1 heure de bus pour aller voir des amis, c'est toujours... tu perds une énergie monstrueuse juste à l'aller. Il faut penser aussi au retour, parce qu'après, on passe la soirée à ne plus pouvoir bouger, à devoir commander pour pouvoir manger, et c'est toujours un calcul très compliqué. Donc, c'est jamais évident. Donc il y a cet aspect-là aussi où il ne faut pas se faire juger, il faut trouver un entourage qui n'ira pas juger le fait qu'on est là que virtuellement et peut-être même que virtuellement on n'est pas doué. Voilà, faut trouver le bon entourage par rapport à ça. Et dans les lieux publics ensuite, faut être prêt d'un point de vue sensoriel. Donc faut faire attention aux heures auxquelles on y va. Faut avoir son casque. Faut avoir sa petite sacoche avec ses lunettes de soleil. J'ai toujours tout sur moi. Faut avoir tout qui soit bien chargé, évidemment. Faut avoir sa carte. J'ai une carte, du coup, handicapée, qui est censée me permettre de passer par les caisses prioritaires, par exemple, aux courses, d'avoir le droit de m'asseoir dans le bus, etc. J'ose pas m'en servir. C'est arrivé peut-être 1 ou 2 fois, mais parce que c'était avec ma mère, et c'est ma mère qui a sorti la carte. Elle a osé. Voilà. Parce qu'elle voyait que j'étais à bout, c'était un grand magasin, c'était très lumineux, très fort, il y avait beaucoup de monde, j'en pouvais plus. Elle l'a vu, donc elle a fait non, on passe par là, est-ce que t'as ta carte ? Oui. Mon magasin près de chez moi est un petit magasin, là-dessus j'ai la chance, j'y vais à pied, du coup ça me fait aussi ma petite sortie. Voilà. Je passe comme ça par absolument tous les rayons, pour être sûr de rien oublier, c'est aussi une astuce sympa pour ça. Et ça me permet d'avoir effectivement moins d'attente, mais du coup, il ne faut pas non plus que j'y aille. Il y a des heures où je sais qu'il y a beaucoup de monde. Parfois, je me fais avoir parce que je ne vois pas le temps passer et que je n'ai pas le choix. Genre, quand j'ai plus de gâteau, il m'en faut quand même. Mais ouais, non, faut... Voilà, il y a ces astuces-là à prendre. Et dans les bus, la carte, je l'ai tout le temps sur moi, j'y pense. Quand je suis assis, je me prépare mentalement quand il y a des gens qui viennent, que si quelqu'un me demande sa place, que je sorte la carte et je dis « Bah non, demande à quelqu'un d'autre ». Je ne l'ai jamais fait. Quand on me demande, du coup, je me lève. Je râle un peu, mais je me lève. Même si je ne suis pas bien. Est-ce que l'utilisation de la musique, ça marche pour toi ? Alors, oui, justement, il me faut mon casque, et c'est un casque avec musique, parce qu'en fait, sans la musique, j'entends le grincement des différents composants du casque. Et c'est un son qui pourrait être juste de fond, mais je capte très, très particulièrement, et que je peux pas, une fois que je l'entends, je peux pas ne pas l'entendre. C'est comme quand je faisais des câlins avec ma mère et que je posais ma tête comme ça en dessous de son épaule. J'entendais les grincements de fonctionnement du corps.
Ça m'est déjà arrivé aussi avec des ex, probablement. Du coup, ce genre de câlin, je peux pas. Pas longtemps. Genre, je suis partie me dire, ah, c'est chouette, on est tout doux, et du coup, on va arrêter. Mais je crois que c'est la première fois que j'en parle de ce. Parce que je pense pas avoir une sensibilité auditive en termes d'intensité plus forte que la moyenne, mais il y a certains sons qui, effectivement, visiblement, me trigger. Celui-ci en particulier. Puis de base, mes oreilles ne filtrent pas beaucoup les choses, donc je suis très vite dépassée. Mais ce son-là prend le dessus. Ah mais le casque, il a beau être anti-bruit, de toute façon c'est la réduction de bruit, ce sera pas entièrement anti-bruit quand on veut de la musique. On entend malgré tout. Hein. Genre dans les repas de famille, le problème c'est que ceux qui parlent trop fort, je les entends encore très fort, et ceux qui parlent doucement, je les entends plus. Donc dans les repas de famille, c'est absolument immonde. Parce que la plupart du temps, c'est avec ceux qui parlent doucement que j'ai envie de parler. Alors, moi, j'ai une petite question. Par contre, je sais pas trop comment la formuler. Donc, dans les transports en commun, t'as ta carte handicapée et t'as un handicap qui n'est pas physique dans le sens où, t'es pas unijambiste. Donc, le fait que tu aies besoin de t'asseoir, est-ce que c'est par rapport au fait que t'aies une surcharge mentale qui prend sur le corps ? Sensoriellement, être dans le bus, c'est très compliqué parce que je ressens les énergies de tout le monde autour de moi, même quand je les vois pas. C'est très très envahissant. J'entends aussi évidemment les gens. Et quand il y a trop de monde, être debout et du coup être au contact des gens, c'est horrible. D'être touché dans tous les sens, les gens qui parfois c'était hier dans le tram, ça a freiné sec, le gars s'est pas accroché, il m'a tombé dessus. Je dis super. Peut-être au lieu d'embrasser ta copine, tu mets ta main sur une barre, s'il te plaît. Ce serait sympa. Voilà, donc il y a, d'un point de vue sensoriel, il y a plusieurs aspects sur lesquels effectivement les transports en commun sont très 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 énergivores, très parasitants. Et être avec une place assise me permet d'avoir une espèce d'isolation un tout petit peu par rapport aux autres, surtout les places toutes seules. Les places à deux là, les places toutes seules c'est la vie. Ou alors faut être côté fenêtre, mais même comme ça, bon. Et donc ça permet une certaine isolation et donc de limiter le trigger sensoriel. Mais même comme ça limite pas tout. C'est pour ça que quand j'ai commencé à avoir mon casque, j'étais avec une ex, ça me disait mais maintenant que t'as ton casque, ça doit plus te fatiguer d'aller voir les gens. Mais l'aspect auditif n'était pas le seul problème, et déjà il réduit beaucoup les choses, oui, mais alors il résout pas tout, voilà, j'entends encore. Quand il y a des gamins, on entend que ça m'énerve. Quand il y a des gens au téléphone, je déteste. Les seules circonstances dans lesquelles j'accepte, moi, d'être au téléphone dans les transports en commun, si c'est un appel important que je ne peux pas faire à un autre moment. Un truc que j'attends, genre médical, administratif, vraiment très très important. Sinon, je décroche. Jamais. Je déteste ça. Je ne veux pas faire subir ça aux autres. Mais tout le monde n'a pas ce même respect envers autrui, et donc il y a des gens qui parlent au téléphone, à des gens qui mettent leur musique, c'est hallucinant, genre mais vous faites quoi, genre, puis surtout quand ils sont tout seuls, genre mais un casque, des écouteurs, quelque chose, je sais pas, mais fais pas ça. Une fois j'étais au flunch avec ma mère, à côté, plus loin, un mec qui est venu manger tout seul, il a mis sa série sur son émission là sur son téléphone, fort. Je dis mais tu peux pas porter un, voilà. Dans un lieu public où tout le monde s'assoit et parle, t'apportes ton casque, tes écouteurs, quelque chose. Et c'est au bout de je sais pas combien de minutes qu'il a fini par baisser un peu le son de son truc. Je dis merci, mais quand même, genre. Donc voilà, donc il y a l'aspect sensoriel et aussi l'aspect de fatigue, parce que du coup j'ai une très grande fatigabilité, et être debout, ça peut vite être compliqué quand on fait 1h30 de bus, quoi. Donc si je peux m'asseoir, c'est très soulageant, surtout que bon, après j'ai aussi des petites caractéristiques corporelles qui n'ont rien à voir avec l'autisme, comme j'avais eu une fracture d'une partie du bassin il y a quelques années, donc j'ai le bassin un peu fragile, donc pouvoir m'asseoir ça peut faire du bien. J'ai aussi les pieds plats, donc j'ai vite mal aux pieds. Bon bref, des petits détails, hein, mais qui s'accumulent. Voilà, j'ai facilement mal au dos. Voilà, donc pouvoir s'asseoir c'est toujours soulageant sur plusieurs aspects, et parfois quand sensoriellement tout est trop,
et que je sens que je pourrais m'approcher d'une crise, là, faut... Oui, si je peux m'asseoir et m'isoler, c'est mieux, vraiment. Sinon, dernier recours, je vais devoir sortir du bus, quoi. Donc, peut-être je m'assois, si c'est possible. Voilà. Ok, on va revenir un peu sur les sensibilisations parce que ça nous intéresse beaucoup. Du coup, concernant les sensibilisations auxquelles tu as participé, est-ce que tu peux un peu nous en parler ? Mais au niveau des réponses, il y avait quand même, j'imagine, des réponses qui étaient correctes. Et j'aimerais savoir celles qui étaient correctes et celles qui étaient clichés pour voir vraiment ce qu'on retrouve, que ce soit chez les plus jeunes ou encore les plus âgés. Alors, dans ce qui a été bien ciblé, je crois qu'il y avait beaucoup d'aspects de sensibilité, justement, la sensorialité qui a été nommée. Peut-être pas comme ça, mais que c'est parce que les gens parfois cherchaient leurs mots, ne trouvaient pas forcément la bonne formulation, mais l'idée revenait beaucoup par rapport à ça. Parfois aussi par l'aspect social, qui était un peu évoqué, mais la plupart du temps, c'est c'est surtout la sensibilité de mémoire qui ressortait le plus. Quand c'était bien ciblé. Pour ceux qui étaient à côté, on va mettre de côté, juste en petite anecdote, les collégiens qui, eux, n'y connaissent vraiment rien et qui confondaient autisme avec otite et qui, du coup, pensent que c'est des problèmes au niveau des oreilles. Bon, c'est mignon, mais ça n'a rien à voir. Mais sinon, ça va être beaucoup de rapport avec de la déficience, avec... Parfois, il peut y avoir des propos qui étaient en rapport avec des crises. Enfin, c'était détourné, hein, mais le fait de devoir taper sur des... Oui, alors, là c'est très, très spécifique quand même. Voilà, il y avait... qu'est-ce qu'on a pu avoir d'autre En général, ça va être les deux extrêmes clichés qui vont ressortir le plus pour ceux qui se pensent connaisseurs mais qui ne le sont pas tout à fait, et donc ça sera le cliché du génie effectivement qui peut réciter toupie, ou celui qui se tape la tête contre un mur en bavant. Donc vraiment des extrêmes extrêmement clichés, surtout le terme Asperger, parce que je crois qu'il y en a eu un dans une émission télé et du coup les gens pensent tous que c'est des génies. Alors non. Alors ça, dans les séries, il y a quelques perles, mais la plupart du temps, effectivement, ça va être des clichés qui seront joués par des personnes non autistes. Aussi, ouais. Donc ça, voilà. Qui se veulent bienveillantes, potentiellement, mais qui sont souvent à côté de la plaque. Effectivement, ça va être en général que des héros masculins, que du cliché de l'autisme masculin. Pourquoi ? Parce que l'autisme, entre guillemets au féminin, je mets des guillemets parce qu'il y a quand même beaucoup de subtilité à apporter là-dessus, va être justement subtil, plus adapté, plus camouflé. Et donc pour l'illustrer au cinéma, c'est moins intéressant que de faire un génie qui sait comment soigner tout le monde mieux que Dr House. C'est pour ça que c'est très difficile d'être diagnostiquée en tant que femme, parce que c'est beaucoup plus grimé en fait, beaucoup moins mis en avant qu'un homme. Et oui. Parce que l'éducation, la façon dont une personne née femme et une personne née homme vont être éduquées sera totalement différente. Et là où on va pousser une femme, alors je vais dire femme même si ça n'englobe pas forcément le genre, va être éduquée à être calme, à faire attention aux autres et donc à s'adapter. On va la pousser à s'adapter, à faire attention, à compenser, à prendre sur soi. Là où pour, du coup encore, les hommes, ou de manière générale dans des personnes nées hommes officiellement en tout cas, on va les pousser à être plus dans l'efficacité, la compétitivité, et donc moins dans le social, et donc plus enfermés sur leur monde et leurs caractéristiques. Bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes et des nuances pour chaque expérience, mais l'idée générale va être ça, ce qui fait que ça découle forcément sur des caractéristiques très différentes, alors que ça peut être les mêmes à la base, si on était éduqué juste pareil. Voilà, donc voilà, et donc dans les films et les séries,
on joue sur les clichés. Les clichés peuvent être intéressants, attention, dans l'utilisation cinématographique des clichés peut parfois être génial. Des fois, j'adore les clichés. Parfois, ça peut être hyper intéressant quand ça sert la narration d'une bonne manière et surtout quand ça sert les personnages de la bonne manière. Mais c'est très, très rare dans le cas de personnages autistes. Pour l'instant, j'en ai très peu vu de positif concernant l'autisme dans les médias, films et séries. Malheureusement, en général, encore une fois, on va aller que dans des extrêmes qui nous desservent parce que ça alimente ces idéaux que les gens ont qui sont faux et qui sont très, très, très rarement vrais. Et donc ça nous pousse à soit nous conformer à ces idéaux, soit à avoir l'image de quelqu'un qui... Mais non, mais c'est pas ça. Et donc, juste avoir l'air de quelqu'un de chiant pour les personnes qui pensent savoir parce qu'ils ont vu des trucs à la télé. Des trucs à la télé qui sont parfois très néfastes. Je sais pas si vous connaissez le film de Sia, Musique. Voilà, c'est une ignominie à brûler avec de l'acide. Voilà, c'est pas juste de la merde, c'est carrément dangereux comme contenu. Pour dénoncer totalement, parce que, allons-y. Dans ce film, bon, déjà, l'actrice n'est pas autiste, alors si avait fait un effort, elle aurait pu trouver une actrice autiste. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui le sont, qui jouent très bien, malgré ce qu'elle ira prétendre. C'était juste pour prendre sa danseuse préférée, enfin bref. Son jeu est assez cliché. Bon, alors après, j'ai envie de dire, elle n'est pas autiste, alors peut-être qu'elle y connaît rien. J'ai envie de ne pas forcément la juger là-dessus, même si ça nous dessert. Là où, par contre, je vais vraiment juger le film, c'est que la façon de présenter les caractéristiques sont soit affichées comme des sortes de super pouvoirs, genre on peut entendre un murmure dans l'autre pièce, genre waouh, mais c'est pas un super pouvoir, c'est envahissant. On le vit mal, d'accord ? On entend le murmure, mais voilà, c'est exactement ça. On choisit pas ce qu'on entend, genre attends, je vais entendre la discussion au loin, comme ça je vais pouvoir décrypter et dénoncer des gens. Non, on entend tout en même temps, on filtre pas, c'est horrible, d'accord ? C'est pas un don, c'est une malédiction. Si on pouvait le contrôler, ce serait peut-être chouette, mais c'est pas le cas. Déjà, soit ça va être des caractéristiques qui sont très très lourdes et très généralisées, alors que non, excusez-nous, mais on n'est pas tous à penser comme ça. Et surtout, la façon de gérer les crises. Ça vraiment, c'est une chose que je tiens vraiment à dénoncer. C'est un danger de faire de tels messages. Dans le film, ils expliquent que quand une personne autiste a une crise, il faut en gros la plaquer au sol et la forcer à ne plus bouger jusqu'à ce qu'elle se calme. Avoir étendu ce genre de cliché a pu pousser des personnes à faire ça, ces réactions-là, des policiers par exemple. Et le problème, c'est que quand il y en a qui auraient pu en mourir, quand on est en crise, certains peuvent avoir besoin, oui, d'être maintenus. Mais c'est que certaines personnes, voilà, c'est que pour certaines crises, et c'est que par certaines personnes qui iront les enserrer, et que d'une certaine manière. Généraliser ça comme ça, c'est mettre toute la communauté en danger. C'est immonde. J'ai pas les mots. Genre, j'ai envie de balancer de l'acide, là. Voilà. C'est une ignominie extrêmement dangereuse et ça va pas à la tête. Pas dans notre période, là où on commence enfin à en parler vraiment davantage de ces sujets-là. Quand tu fais un film là-dessus, tu te renseignes. Sia, tu es une bonne chanteuse, mais pour ton premier film, peut-être vois moins grand. Et renseigne-toi, surtout. Hein, voilà. Fais faire une première projection par public test neuroatypique pour qu'on te confirme que oui, ou qu'on dise « Ah ben non, surtout pas, d'accord ?» Avant de lancer ça réellement. Genre, fais les choses bien. Du coup, pour revenir sur le topic, est-ce que tu en as appris davantage sur toi, même grâce à ces sensibilisations? Est-ce que ça t'a apporté beaucoup, en fait, finalement? Oui, clairement, parce que même si je m'étais beaucoup renseignée avant de faire des sensibilisations, et du coup, c'est justement ce que j'ai pu y apporter,
j'ai pu me constater qu'il y avait des publics plus ou moins au courant, et parfois dans certaines sensibilisations, il y avait des personnes concernées qui à la fin venaient nous dire merci, venaient nous dire voilà, grâce à vous je vais pouvoir faire valoir ces besoins-là, et ça fait du bien, et avoir ces retours-là, c'est toujours constructif déjà, et ça pousse encore plus à la réflexion, au but des sensibilisations, à comment on les fait. Et donc oui, ça apporte aussi d'un point de vue personnel, totalement, des réflexions et des... Et puis à chaque fois, raconter son parcours, tu te rends compte qu'il y a aussi d'autres détails que tu oublies, que tu n'avais pas réalisé, et au fur et à mesure, tu te les rends compte, ah mais il y a ça aussi, genre par exemple, le fait d'entendre des grincements de casque, je pense pas l'avoir parlé de ça à qui que ce soit, ou je m'en souviens pas, on redécouvre des choses sur soi en s'exposant comme ça. Et du coup, pour finir dans cette même idée, les jeunes que tu as rencontrés, est-ce qu'ils ont été curieux d'en apprendre plus sur le TSA ? Et je vais ajouter aussi le TDAH, vu que c'est quelque chose que tu as aussi. Ça dépendait des publics. Ça dépendait vraiment des contextes. Il y avait des contextes où les jeunes étaient là volontairement, donc oui, ils avaient beaucoup de volonté, beaucoup de questions. T'avais d'autres publics qui étaient là parce qu'ils subissaient, parce qu'ils n'avaient pas eu le choix d'avoir ces sensibilisations, et ça se sentait. Ils n'avaient pas en général pas de questions, ou n'avaient pas envie d'avoir des questions. Donc ça dépendait vraiment des circonstances. Est-ce que tu as l'impression que la vision parfois stigmatisante de tes spécificités, qui a été amenée par la société, elle a eu ou elle a un impact sur toi et sur ta recherche personnelle ? Oui, forcément. Vu qu'on est tous formatés à voir les choses d'une certaine manière, au premier abord, quand on fait des recherches, on va pas forcément les voir de manière positive. Comme je le disais, dans le tableau de caractéristiques que j'avais trouvé quand je m'étais renseignée, le premier abord, quand j'ai lu tout ça, je cochais peut-être la moitié, grand max. Alors qu'en fait, à force d'y réfléchir et de m'ouvrir l'esprit sur peut-être qu'il y a ci, peut-être qu'il y a ça, bah si, et je cochais tout. Parce qu'il y a plein de caractéristiques que justement, on s'entraîne à ne pas le voir parce que ce n'est pas dans la norme, parce que non mais c'est normal de compenser comme ça, voyons. Parce que voilà, c'est toutes ces choses-là, cette façon de voir les choses qui n'est pas bonne, qu'on est entraîné à percevoir de cette manière, oui, ça forcément, ça complique les recherches, ça complique un peu les visions, et ça complique la légitimité. Ça, c'est le grand débat, le grand thème pour tout diagnostic, toute personne diagnostiquée et concernée, c'est la légitimité. Se sentir légitime, à se dire, voilà, j'ai ces caractéristiques-là, voilà, j'ai ces besoins-là, voilà, j'ai ce diagnostic-là, je suis légitime à ressentir comme ça, je suis légitime à... c'est pas facile, hein. Même encore aujourd'hui, c'est loin d'être évident. Comment les gens de ton entourage, ils ont réagi quand tu leur as annoncé du coup tes diagnostics ? Comme je disais, ma mère a culpabilisé. Elle était très perdue au début, mais comme pour chacun de mes coming out, je le considère comme mon second coming out, celui-ci. J'en ai fait 3. Bref, je les collectionne. Chaque fois, ma mère au début a du mal, mais elle apprend, elle fait toujours beaucoup. Au début, elle fait des erreurs, elle a des propos parfois très maladroits au tout début, mais elle l'apprend et elle fait vraiment les efforts qu'il faut, et je l'aime fort. Voilà, elle fait tout ce qu'il faut pour ça. Mon père connaissait déjà un petit peu cette branche-là parce qu'il travaille dans un ITEP. Donc il avait des notions, disons, de ce sujet-là, et il a pu même me mettre en contact avec des personnes qui ont pu mieux me conseiller pour faire mon dossier MDPH, etc. Donc ça s'est bien passé. Et puis après, comme je le disais, donc il y avait cette personne qui n'y croit pas. Il y a dans mes amis, mes amis sont ouverts d'esprit, et de toute façon, en général, on s'entoure, quand on est neuroatypique, de neuroatypiques, même si on le sait pas. On le savait pas, mais plus ça va et plus ils commencent tous à avoir des diagnostics aussi. Donc,
C'est logique. Autour de moi, c'est presque que du queer neuroa. Presque, j'ai quelques exceptions, mais voilà. Voilà. Là où j'avais peur, c'était la réaction de mes grands-parents, mais en vrai, ça s'est bien passé. Le premier abord, je me suis dit, mais non, tu peux pas être autiste, parce que évidemment, ils avaient le cliché en tête, mais au fur et à mesure, c'est mieux passé. Et j'ai eu quelques personnes qui m'ont surprise dans leur réaction parce que eux n'étaient pas surpris. Voilà, c'était ma prof de théâtre, par exemple, où je venais d'avoir mon diagnostic et du coup, je venais lui en parler. Elle fait « Ah bah oui, bah ça m'étonne pas. » Ah bon? Mais attends, quoi? T'étais pas surprise? Et moi, ça fait... Je savais pas, je viens de le comprendre. Moi, je suis... C'est genre la révélation de l'année, de toute ma vie. Et ça ne j'en prends pas. Mais bah non, ta façon de réagir, de réfléchir, ta sensibilité à chaque fois, moi, ça me surprend pas. Ah bon? Mais t'aurais pas pu me le dire? T'étais à court avant moi. Bon, après, c'est pas non plus qu'elle l'avait deviné, c'est juste qu'elle était pas surprise, donc c'était quand même pas, elle aurait pas pu me le dire avant non plus, mais voilà, il y avait ça. Et pour des personnes, pas mes proches, mais j'aimerais raconter ça quand même, ce cliché de réponse quand on dit aux gens qu'on est autiste et que ça se voit pas, parfois on nous félicite. On me dit « Ah ouais, bah ça se voit pas, hein, bravo !» Voilà. Les gens se pensent bienveillants, ils ont pas de mauvaises intentions quand ils se disent ça. Donc faut avoir le recul là-dessus, mais c'est pas évident parce que les gens se rendent pas compte que c'est violent. C'est très violent parce qu'en gros, c'est bravo de faire semblant, continue comme ça. Parce que comme ça, tu me mets pas mal à l'aise, merci, continue. Ils savent pas que derrière, ça entraîne des burn-out. Ils savent pas derrière que, en gros, ça veut dire merci de ne pas être toi-même. Voilà, ils réalisent pas ça sur le moment parce que ils sont pas assez réfléchis sur le sujet. Mais c'est d'une violence inouïe. Et je voulais savoir, est-ce que tu as eu les fameuses étapes de justification de pourquoi tu annonces le diagnostic? Tu sais, les trucs de « Ah, mais ça se voyait pas avant !» Bah si, regarde, machin. Waouh. Oui, genre, c'est... À la fois, je me sens pas légitime à apporter les preuves de... Et à la fois, j'en ai besoin, donc c'est toujours très compliqué de savoir est-ce que je leur balance toute la liste? Est-ce que je prépare une liste? Des schémas, je peux faire des schémas aussi, des tableaux Excel, tout ce que vous voulez, hein. Attention, des miros. Ou est-ce que non, je laisse couler parce que de toute façon, je les sens pas à vouloir s'ouvrir les yeux là-dessus. Pas toujours évident de savoir est-ce que... Surtout quand à côté, il y a ce regard de jugement, parce que le problème, quand on se justifie, c'est qu'on a souvent des retours de quelqu'un qui dit « Bon, si tu te justifies, c'est que t'as un truc à cacher, c'est que t'es dans l'erreur. » Ils se rendent pas compte que si on se justifie, c'est parce qu'on nous a toujours illégitimisé nos besoins et nos caractéristiques, et donc on a ce besoin de dire « Mais si, en fait !» Mais le problème, c'est que la plupart des personnes vont traduire ça comme « Si tu te justifies, c'est que t'as un truc à cacher, c'est que c'est faux. » Et c'est terrible, parce que nous, du coup, dans notre parcours, on a tendance à se surjustifier parce qu'on a envie d'être compris et de ne plus avoir ce jugement-là. Genre, arrête de me juger, regarde la preuve. Sauf que quelqu'un qui apporte une preuve sur un jugement, c'est vu comme quelqu'un qui n'est pas innocent. Et c'est terrible. C'est terrible, ce biais de pensée entre neuroatypique et neurotypique. J'ai envie de dire, c'est très classique là-dessus. Et c'est là où beaucoup de malentendus naissent. Et c'est violent, encore une fois. Est-ce que toi-même, tu penses qu'il y a encore des clichés que tu portes sur le trouble du spectre de l'autisme? Alors, j'irai jamais affirmer être à 100% déconstruit parce que je veux pas faire cette erreur-là de m'y reposer. Bien sûr, j'ai tendance à penser que je connais déjà beaucoup de choses puisque j'ai tendance à vouloir apporter toutes ces beaucoup de choses à toutes les personnes aptes à l'écouter. Mais j'en apprends tous les jours, parfois juste en parlant avec ma psy. Donc, il y a des détails que je veux pas être fermée sur mes idées. J'espère donc ne pas être
être fermée. J'espère apprendre toujours à me déconstruire. Je vais pas prétendre que j'y arrive toujours parce que j'aurais pas cette prétention-là. Je peux pas avoir ce regard sur moi-même. Donc peut-être que j'ai encore des idées clichés en moi. Je pense pas qu'il en reste beaucoup quand même. J'espère pas. Mais je peux pas être sûre que je n'en ai plus. Et là, je pourrais pas en citer puisque du coup, j'essaie toujours de me déconstruire. Donc si jamais j'en vois, j'essaye d'y travailler. Donc je peux en avoir que je n'ai pas vu par contre. Est-ce que c'est pareil pour le TDAH ou c'est... Oui. Même le TDAH, j'ai peut-être encore plus de méconnaissances là-dessus, puisque je m'étais plus penchée sur le TSA à mon diagnostic d'ailleurs. Et depuis quelque temps, j'y travaille beaucoup plus sur le TDAH. Et justement, je me posais énormément de questions sur les différences entre les différents diagnostics de la neuroatypie au sens large, parce que il y a tellement de points communs partout, parfois pour y voir clair. Ouah, c'est compliqué quand je parle avec des amis qui cherchent leur diagnostic, je fais bien moi aussi là aussi. Mais du coup, ils sont là, et toi tu penses que moi je ferais plus dans quel truc? C'est pas facile à dire, hein. Donc alors, de manière plus globale, est-ce que tu as entendu pas mal de fausses pistes, par exemple sur les spécificités de la neuroatypie, qui ont été dites par des gens qui se sont mal informés, ou avec peut-être de mauvaises intentions, qui veulent dire des fausses informations pour leur propre gain? Oui. Clairement, les clichés ont la vie dure, les mauvais clichés ont la vie dure dans l'esprit collectif de notre société. Donc oui, j'ai déjà entendu pas mal de caractéristiques. Alors, très peu de trucs particulièrement violents, mais il y a eu quand même beaucoup de rapports à la déficience mentale, au fait d'être juste incapable de parler, Il y a certains individus qui sont concernés, bien sûr, mais c'est une poignée, vraiment, sur la globalité. Et il y a beaucoup, du coup, le côté, l'excuse, entre guillemets, de l'autisme est souvent utilisé pour parfois décrédibiliser. C'est quelque chose qui me fait peur aussi, c'est que si jamais j'arrive à une situation, un jour, je vais être mêlée à une situation sérieuse, est-ce qu'on me prendrait au sérieux une fois que j'aurais dit, genre si par exemple à l'époque où j'ai été au tribunal au prud'homme parce que à mon boulot il y avait eu des soucis, si à l'époque j'avais su et si à l'époque ça avait été su, est-ce qu'on m'aurait pris au sérieux? Voilà, je pense que c'est beaucoup utilisé pour ça aussi, et c'est là où c'est déplorable. Est-ce qu'il y a une évolution entre le moment où tu as été diagnostiqué et maintenant sur ton acceptation? Et quel est ton parcours concernant l'acceptation de ton trouble? Évidemment, il y a une évolution. Ma psy le constate aussi. Des fois, on fait un petit avant-après. C'est hyper intéressant. Clairement, j'arrive à mieux voir mes caractéristiques, à les faire valoir. J'ai parfois des retours de grosse culpabilité et d'illégitimité. Je vais pas le cacher, c'est jamais évident de rester sur la légitimité de ses caractéristiques et de ses besoins, mais j'arrive à vachement plus les mettre en avant, les accepter et lâcher prise. Ça, c'est quelque chose qui était très très compliqué pour moi, et j'arrive davantage à lâcher prise et à accepter. C'est pas évident, surtout quand de notre société le regard sur le handicap est si négatif. Donc accepter de correspondre à ce regard négatif, c'est toujours très dur. C'est un mode interne dans ma tête qui a été forgé depuis toujours, c'est le regard des autres. Donc, parce qu'il fallait s'y adapter, parce qu'il fallait absolument faire comme les autres, s'intégrer, faire attention aux autres. Donc c'est quelque chose qui, même si j'arrive à moins l'écouter, est quand même toujours très présent. Donc oui. Quelle est ton occupation actuelle en ce moment ? Aucune. Non. Alors, en réalité, en dehors des sensibilisations que je fais encore de temps en temps, je suis actuellement en train de travailler avec Andamos, donc l'organisme d'aide à l'emploi pour les personnes en situation de handicap qui me suit. On fait un truc un peu expérimental, c'est-à-dire qu'ils se sont dit... Là, on suit 3 personnes avec des profils très similaires, c'est-à-dire des personnes avec des envies professionnelles artistiques, neuroatypiques, et qui ont une assez bonne conscience de leurs caractéristiques, une assez bonne conscience de soi pour apporter quelque chose au débat. Donc on va peut-être tenter de les réunir
Et comme ça, on fait des réunions tous ensemble. Donc, on est toujours par 6. Donc, on est 3 à être suivis avec 2 encadrants et une psy. Les encadrants tournent autour de rôle parce que sinon, on en a 3 normalement. Mais du coup, sinon, ils seraient plus nombreux que nous. Et donc, c'est pour pas déséquilibrer. Et du coup, on a commencé des réunions comme ça qu'on appelle andamites. Pour justement comparer nos parcours et nos difficultés communes. Et ça, c'est hyper constructif. Ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou parce que j'ai l'impression que ça fait des années que je brasse du vent en cherchant des solutions sur certains soucis. Et là, je me rends compte que je suis pas le seul et ça fait du bien. Et donc là, on est en train de chercher ensemble, on a fait un miro. J'adore les miros. Pour justement tous les thèmes qu'on veut aborder, on en rajoutera. C'est un site, une plateforme sur laquelle on peut créer des sortes de tableaux où tu poses des formes, tu peux faire des flèches, des lectures, enfin vraiment des schémas de tout ce que tu veux. Et c'est trop bien, moi j'adore faire ça. Voilà. Oui. Et voilà, donc on va avancer là-dessus et je porte beaucoup d'espoir du coup parce que mon projet serait de me lancer dans le webtoon pour ensuite me développer en BD. Parce que le webtoon me semble être un bon tremplin pour commencer. Potentiellement faire aussi une formation, mais elle coûte cher, j'ai pas encore les moyens pour que je finisse de rembourser mon crédit, donc c'est pas pour maintenant. Mais c'est prévu dans peut-être quelques années, on verra, on croise les doigts et les orteils. Voilà, en attendant, j'essaie de vraiment me remettre au dessin parce que j'ai accumulé beaucoup de blocages vis-à-vis du dessin par cette idée d'être efficace, par l'école d'art qui m'a arnaqué, par les burn-out que j'ai fait, donc pas mal de blocages. Et là, je m'y remets beaucoup ces derniers temps, de plus en plus, j'arrive de plus en plus à enfin m'y remettre. Ça fait un bien fou. Vraiment, je retrouve un équilibre dans ma tête grâce à ça, parce que j'avais plus ma source depuis des années. Et là, je la retrouve en prétextant l'excuse de dessiner des trucs pour mon JDR, donc le jeu de rôle. Et ça aide beaucoup. Donc là, en ce moment, je suis très occupée à créer mon cosplay pour mon personnage de JDR, parce que je vais les revoir en mai. Mon groupe, qui est à Cannes, enfin à côté de Cannes. Je suis en train de refaire les avatars, donc les images des personnages de tout le monde. Voilà. Et quand j'aurai fini ça, je vais reprendre des dessins semaine par semaine, faire un petit dessin de la séance pour illustrer un petit peu. Et comme ça me réentraînera à dessiner de plus en plus rapidement pour ensuite être assez dérouillée, parce que j'étais très rouillée, pour vraiment commencer durant le webtoon. Voilà. Est-ce que tu peux nous recommander des vidéos YouTube ou des podcasts parlant donc de la neuroatypie ou plus particulièrement du TSA et du TDAH? Alistair H. Paradoxae sur YouTube. Voilà. Je jure que par lui, dans beaucoup de situations. Et j'ai cru comprendre qu'il était même ces vidéos étaient même réutilisées dans des universités. Parce que, alors, il vulgarise les choses pour vraiment que ce soit accessible à tous. Et il généralise au handicap. Parfois, il va un petit peu spécifier par rapport au TSA. Mais pour moi, il y a beaucoup des caractéristiques qui seront abordées, qui seront globales à la neuroatypie ou voire même au handicap de manière générale. Et je le trouve très efficace là-dessus. Après, je connais pas non plus beaucoup de... Enfin, les podcasts, j'en connais pas. J'en écoute pas. Et sur YouTube, je vais surtout rester là-dessus. Enfin, je vais pas beaucoup sur YouTube, sauf si c'est pour parler de séries. Mais voilà. Lui, je jure beaucoup par lui, en tout cas, ça c'est sûr. Est-ce que, à l'inverse, alors cite pas forcément, hein, mais à l'inverse, tu trouves que sur Internet, il peut y avoir beaucoup de vidéos qui se veulent pour parler du sujet, mais qui, au final, agrémentent les clichés, etc. Oh, j'en suis sûre. C'est déjà le cas sur tout un tas d'autres sujets, donc oui. Pourquoi exclure celui-ci ? J'ai pas particulièrement fouillé, mais rien que le fait qu'il existe des films et des séries qui avancent des clichés en se disant hey, c'est si bien l'autisme quand on est déjà né, à partir de là, voilà. Je vois pas pourquoi il y aurait pas aussi des vidéos YouTube qui font l'autisme c'est ça.
voir des conservateurs qui seraient en mode non mais c'est n'importe quoi, aujourd'hui on avance sur tout alors que n'importe quoi, l'autisme c'est ça puis c'est tout, arrêtez de chercher la gna. Je suis persuadée qu'il y en a. Du coup, est-ce que, à ton avis, il est important de continuer à soutenir et développer les associations cherchant à sensibiliser à la neurodiversité ? Bon, je pense avoir une idée, mais du coup, même aussi, si tu as des idées comme comment le faire, développe ça, s'il te plaît. Pour moi, c'est urgent de continuer à faire valoir ça. Pour moi, il faudrait qu'on puisse avoir touché par tous les médias possibles pour faire circuler les bonnes informations et aux bonnes personnes aussi. Je veux dire, le cliché qui m'avait un petit peu choqué dans Atypical, mais qui pour moi est assez vrai, c'est les forces policières qui n'y connaissent rien et qui vont voir quelqu'un d'étrange et vont l'arrêter et vont finir par le plaquer au sol et toutes ces violences dont on a déjà parlé. Peut-être que justement, faire des sensibilisations auprès des forces de police et d'autres organismes qui sont loin de tout ça, mais qui pourraient y être confrontés et qui pourraient du coup se révéler violents par méconnaissance. La prévention, ça peut être bien. Dans le milieu médical, oui, parce que étrangement, dans le milieu médical, il y a beaucoup de méconnaissance. Il y a beaucoup de personnes qui affirment s'y connaître et qui ne s'y connaissent pas. Qui vont bâcler des diagnostics, J'ai déjà entendu que quelqu'un on lui avait refusé un diagnostic parce qu'elle était trop créative. Non mais, le cliché de base de l'autisme, un des clichés de base de l'autisme, c'est quand même la créativité. Comment tu peux te retourner comme ça ? Enfin, au bout d'un moment, stop, réfléchissez juste 2 secondes. Si vous voulez juste pas donner un diagnostic, soyez un peu plus crédible que ça, genre. Bref. Donc ça peut être bien aussi d'aller un petit peu... Enfin, dans l'idéal, ce serait de pouvoir remettre à niveau tous les professionnels de santé, et même dans les cercles de santé qui ne sont pas liés à l'autisme directement. J'ai déjà été jugée par un dentiste, par exemple. Ou alors qu'il a juste mis ça de côté. Enfin, genre, non mais si je vous parle de mon diagnostic pendant que je vous vois, alors qu'on vient pour mes dents, c'est que peut-être que j'ai un rapport entre les deux à vous apporter. Il y a peut-être un truc, un lien. Donc s'il vous plaît, parlons-en. Alors après, j'ai changé de dentiste et je suis tombée sur un bien. Mais on ne devrait pas avoir à tout le temps changer de professionnel de santé pour ça. Et l'autisme n'est pas le seul milieu là-dessus. Je connais quelqu'un qui a aussi pas mal de problèmes de santé et qui fait que violence médicale sur violence médicale. C'est hallucinant. Donc déjà, oui, peut-être que le milieu de santé devrait se faire sensibiliser par des associations, les forces policières aussi, bien sûr. Tous les cadres en fait de notre société devraient être réencadrés. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais dire en particulier aux auditeurs ou que tu retiens de cet entretien ? Ne restez pas figés sur vos acquis, s'il vous plaît. Être bienveillant et être ouvert d'esprit peut amener à enfin soulager beaucoup de personnes. Quand quelqu'un s'annonce avoir un diagnostic, c'est pas pour se la péter, c'est pour avoir, parce qu'il y a des besoins. Donc soyez bienveillants, ne soyez pas dans le jugement, arrêtez de juger sans savoir. Voilà, renseignez-vous ou demandez, juste demandez. Faites face à votre ignorance avec bienveillance. Voilà, plutôt que de penser que vous savez et d'écraser les autres. Merci d'avoir écouté notre épisode de Fausses Pistes. Pour poursuivre notre enquête, retrouvez-nous dans les différences sous les projecteurs.